la flèche. Ce mois-ci, dans Home Cinéma, les années 60 l'ont vu s'initier au cinéma au cœur de la nouvelle vague française. Les années 70 l'ont amené à révolutionner le cinéma allemand, récompensé par une palme d'or à Cannes. Les années 80 ont été celles des productions américaines, avant un retour en Europe pour une carrière toujours bien active. En recevant le réalisateur Volker Schlöndorff, Fabrice Duels partage 50 ans de l'histoire du cinéma avec l'un de ses plus prestigieux auteurs. Allez hop, Home Cinéma, c'est parti! Monsieur Schlöndorff, je suis vraiment très honoré de vous recevoir dans cette émission. Nous ne sommes pas à l'appartement, nous sommes à Flagey, où vous allez... À la centrale électrique de la maison de la radio. La radio. C'est très très beau. Hein. Vous avez traversé 50 ans de cinéma, ce qui est vertigineux. Vous venez de terminer un nouveau long métrage, Return to Montauk, que vous avez tourné à New York. C'est votre 113e film. Vous avez fait combien de longs métrages? Une trentaine. Une trentaine? Une trentaine, oui. Comme vous dites, en 50 ans. En fait, vous avez beaucoup côtoyé la France. Ouais. Donc vous êtes même arrivé dans le cadre d'un truc de réconciliation entre l'Allemagne et la France dans les années... Réconciliation, simplement, j'avais 16 ans et je voulais me barrer du lycée en Allemagne, à Wiesbaden. J'avais plus envie. Évidemment, mon père était médecin, assez autoritaire. Pas question. Et j'ai vu qu'à l'école, il y avait une affiche qu'on pouvait passer 3 mois en France pour apprendre le français. Alors, je me suis porté volontaire. C'était une façon de m'échapper. J'ai convaincu mon père que je passe mon bac en France et depuis, je suis presque resté 10 ans d'affilée en France. Comment est née votre vocation de cinéaste? Est-ce qu'on peut dire qu'elle est née là? Est-ce que ça s'est à un moment donné matérialisé par rapport à un film que vous avez vu ou... C'est pas si simple que ça. Moi, j'étais déjà, comment dire, j'adorais la photo. Et j'ai cru que les caméramans faisaient les films. Je savais pas qu'il y avait un réalisateur. Et donc, je me suis dit, la photo, ça va m'emmener vers le cinéma. Ça, c'était déjà avant d'arriver au collège Saint-François-Xavier à Vannes. Mais alors là, il y avait 2 choses. Il y avait une équipe théâtre, du théâtre du collège. Et il y avait aussi un ciné-club où un des premiers films que j'ai vu, c'était La Passion de Jeanne d'Arc. De Dreyer. Oui, de Dreyer, avec Falconetti qui se fait couper les cheveux, tout ça. Mais ce n'était pas tellement le film qui m'a bouleversé, c'était le bouleversement de notre moniteur qui parlait avec un tel enthousiasme et avec un tel amour d'un film que j'ai commencé à me dire, ah bon, un film c'est donc autre chose qu'un divertissement. Est-ce qu'il y a eu d'autres films importants que vous avez vus, découverts au collège? Un matin, on n'avait pas classe et tout le collège allait au cinéma pour voir le documentaire Nuit et brouillard sur l'écran d'Alain Resnais. Ce qui est évidemment, comme pour les gens de ma génération, je suis né en 1939, donc dans l'après-guerre, on parlait des camps, mais on n'avait jamais vu d'images. Donc en 1956-57, le film d'Alain Resnais, pour la première fois, montrait cette horreur, ces images, ces montagnes de cheveux, de lunettes, de cadavres, de chaussures et de cadavres. Et évidemment, là, si vous voulez, seul Allemand en plus dans la salle, j'avais l'impression que tout le monde allait se retourner vers moi pour me poser la question, mais qu'est-ce que vous avez pensé en faisant ça, quoi? Ne pas se faire remarquer, ne pas faire signe aux dieux. Ils ont leur potence, leur terrain de mise à mort. Cette cour du bloc 11, dérobée au regard, arrangée pour la fusillade, avec son mur protégé contre le ricochet des balles. C'est un parcours très intéressant dans la mesure où vous montez à Paris, très jeune, et vous commencez dans le cinéma et vous travaillez avec des monstres sacrés, que ce soit Melville... Oui, mais il n'était pas sacré à l'époque. Bien sûr, mais vous travaillez comme assistant avec Melville, avec Louis Malle, avec Resnais, dont vous évoquiez le film tout à l'heure. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous arrivez à Paris et comment vous découvrez ce monde-là, qui est le monde que le cinéma... à l'époque, le cinéma français explose complètement. Oui, tout ça, ça peut à peine s'expliquer, ou bien on peut dire que j'ai eu beaucoup de chance d'être toujours au bon endroit, au bon moment.
à Paris, je suis donc au lycée Henri IV en philo, et on avait besoin d'un correspondant en ville qui n'était pas interne. Moi, j'étais interne, et il y a un grand garçon qui lève la main. Moi, je veux bien être le correspondant de cet étranger. C'était Bertrand Tavernier. Alors du coup, tous les dimanches, donc moi je vais chez mon correspondant Tavernier déjeuner. Il avait 1 an ou 2 de moi, alors c'est toujours le cas. Et alors là, je crois qu'on s'est enthousiasmé et encouragé mutuellement pour le cinéma. Lui était plus porté sur le western, sur le cinéma américain. Le cinéma américain. Moi, j'étais plus porté sur le mélodrame français. Et c'est, oui, par la rencontre d'un autre écrivain, Roger Nimier, qui avait eu le concours, je crois, pour le Hussard bleu, a su par les Taverniers que Bertrand et moi étions copains. Ah ben tiens, j'aimerais bien rencontrer ce jeune Allemand. Et il était en train d'écrire pour Louis Malle le scénario pour Ascenseur pour l'échafaud, le premier film de Louis Malle. Alors évidemment, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit, est-ce que vous ne pouvez pas me faire un mot d'introduction à Louis Malle, et c'est comme ça que pour le film d'après, pour Zazie dans le métro, j'étais 11e stagiaire. Mais Feu Follet, vous étiez premier assistant. Ah oui, après ça, j'ai monté, après j'ai travaillé, non, jusqu'à la fin de sa vie, on est restés très amis, presque fraternels. Pendant 5 ans, j'ai travaillé avec lui. On a été en Algérie faire un reportage. On a été au Vietnam pour des reportages, mais j'ai fait vie privée, Viva Maria, pendant 5 ans, tous ces films. Et après, il a coproduit mon premier film. Après, j'ai coproduit Le souffle au cœur d'autres films côté allemand. Et enfin, ça s'est continué jusqu'à sa mort. Donc, j'étais d'un coup dans la nouvelle vague, mais seulement j'étais dans le clan. C'était quand même très sectaire. J'étais dans le clan Malle, sans savoir exactement ce que ça excluait le clan Truffaut. Alors que j'aimais beaucoup les films de François Truffaut. J'avais vu Les Mistons à la Pagode, voilà. Mais c'était comme ça. Melville, c'était un petit peu... C'était le père, c'était le parent. Donc, et il faisait un film sur la Deuxième Guerre mondiale, Léon Morin prêtre, pour une fois pas un film policier. Et donc, ça l'intéressait, je ne sais pas pourquoi, d'avoir un assistant allemand. Alors, c'est comme ça que je suis sur le générique de Léon Morin prêtre, et après d'autres films avec lui. Vous voulez me convertir? On est là pour les vivants, on n'est pas des croque-morts. Vous êtes brouillé avec Melville? Oui. Ah bon? On était quand même passionnés, on n'était pas toujours d'accord sur les façons de faire. Et qu'est-ce que vous avez appris de Melville? Même avec Louis Malle, en un sens, ça s'est très mal terminé. C'était sur le plateau de Viva Maria au Mexique, donc la 5e année consécutive que je travaillais avec lui. Et il était en train de mettre en place une scène, et moi je devais être à côté, je murmurais des trucs, comme si j'étais pas d'accord avec sa façon de faire, et puis il s'est tourné vers moi devant toute l'équipe, il a dit, depuis un certain temps, j'ai plus l'impression d'avoir un assistant à côté de moi, mais un juge. Et le film s'est terminé, on s'est séparés sans un merci, sans un mot. Mais 3 mois après, on s'est réconciliés. C'était sa façon de me faire comprendre qu'il fallait que je fasse mes propres films et de ne pas l'embêter, lui, dans sa propre mise en scène. Ce qui est étonnant, c'est que en fait, vous êtes plus proche de la nouvelle vague française que de la nouvelle génération des cinéastes allemands. Ah oui, donc à la même époque émergent des gens comme Herzog, comme Wenders, et d'autres. Et en fait, vous n'êtes pas associé à eux. Vous êtes plus associé à la nouvelle vague française. Oui, absolument. Quand je suis arrivé en Allemagne pour faire mon premier film, Les Désarrois de l'élève Törless, je ne connaissais pratiquement personne. Mais j'ai rencontré un jeune, justement, Werner Herzog, qui venait de faire son premier court-métrage. Et je lui ai dit, voilà, je cherche en Autriche, Hongrie, une espèce de village sur la frontière
pays déserté. Il a dit, mais j'ai exactement l'endroit pour toi, je viens d'y tourner un court-métrage, Sankt Margarethen, etc. Il faut que tu ailles absolument, etc. Et je suis allé, et depuis, on est resté amis. D'ailleurs, ça se passait dans la salle de montage de Leni Riefenstahl, qui lui avait prêté sa table, sa Steinbeck, pour monter son premier court-métrage. Les autres, Fassbinder et Wenders, venaient des années plus tard. Ils sont nés après-guerre. Lächle doch, lächle. Willst du nicht? Dann werden wir dir einen Grund zum Weinen geben. Charles, hilf mir! Junge, lass mich los, ich warte! Par rapport donc au cinéma allemand, au nouveau cinéma allemand, est-ce qu'on peut dire que, en fait, vos parents, donc je parle de Fritz Lang, de von Stroheim et d'autres, en fait, sont des cinéastes qui ont travaillé énormément l'expressionnisme, et vous faites fi de ça, vous travaillez vraiment avec la pop culture. Pas tout à fait. C'est vrai pour quelques-uns, mais même Fassbinder a été très influencé par Douglas Sirk. Ouais. Moi, j'ai été très influencé, je veux dire, peut-être moins par Melville, Malle ou René, avec qui j'ai travaillé, qu'avec les cinéastes dont j'ai vu les films à la Cinémathèque, souvent des films muets d'ailleurs, des films de ce que nous appelions la grande époque du cinéma allemand. Et il y avait quand même quelque chose de patriotique en nous, chez Herzog aussi, chez moi, c'est qu'on voulait de quelque manière renouer avec ce temps-là. Et le lien entre nous et ces cinéastes qui étaient soit morts, soit véritablement des dinosaures, j'ai encore rencontré Fritz Lang, mais c'était vraiment un dinosaure, c'était Lotte Eisner, une historienne de cinéma qui travaillait avec Henri Langlois à la Cinémathèque. Donc il y a véritablement, ça n'est pas apparu comme ça de rien. Ni la nouvelle vague d'ailleurs, ni surtout le jeune cinéma allemand. Il y avait des passeurs, il y avait des passages, il y avait des antécédents. Et d'ailleurs, ils nous ont reconnus. Après, j'ai rencontré Fred Zinnemann, Billy Wilder, beaucoup de gens à Hollywood, qui nous accueillent comme les fils qu'ils attendaient. Donc, vous commencez à faire des films, vous faites des films carrément assez ambitieux. Donc, il y a votre premier film, il y a Michael Kolas, une adaptation de Von Kleist. Ce sont des films qui sont coproduits par les États-Unis, ce sont des grosses productions, et vous vous faites un peu mal, non? J'ai cru pouvoir faire, combiner un western avec un drame social de révolte de paysans européens du XVIe siècle. Ça, à la fois, c'était ni un western, ni un film sur le XVIe siècle où la révolte paysanne, c'était rien du tout. C'est une erreur, heureusement. Enfin, il y en a 2 ou 3 dans la carrière, c'est pardonnable. Mais ce qui était bien avec cet échec, c'était un film très cher, qui était un bide. En plus, c'était un mauvais film, donc un bide mérité, ce qui est pire. Et j'étais vraiment rejeté à la case de départ, au 3e film. Et ça a été formidable parce que... j'ai vu Fassbinder sur scène, il était encore acteur de théâtre. Il avait sa propre compagnie. Compagnie. Et j'ai pensé, mais il y a cette pièce de Brecht, Bâle, c'est tout à fait sa première scène, sa première pièce. Oui. Première scène de pièce de Brecht, qui avait 19 ans, donc enfin tout ça, c'était pas si loin. Fassbinder devait en avoir 22. Et ça a été le vrai redépart pour moi. Ou même, je dirais, presque le vrai départ. Als im weißen Mutterschoße aufwuchs Baal, war der Himmel schon so groß und still und fahl, jung und nackt und ungeheuer wundersam, wie ihn Baal dann liebte, als Baal kam. Ce qui est étonnant avec Bâle, en fait, c'est que c'est un film qui a vraiment disparu des radars pendant Ah bah oui, la veuve de Brecht l'avait interdit pendant 43 ans. C'est vraiment un film qui a été redécouvert il y a quelques années, qui a été présenté à Berlin, je crois. C'est ça, oui. Quels étaient vos rapports avec Fassbinder pendant le tournage et après? Très très bon rapport, dans le sens que, évidemment, j'avais déjà fait 3 films, dont au moins un, il aimait beaucoup.
Et moi, je trouvais tout à fait étonnant ce qu'il faisait, parce que nous, on a essayé de réinventer le cinéma, mais lui, il a essayé de réinventer le théâtre. Mais vous êtes un homme de théâtre aussi. La façon de jouer au théâtre. Et les acteurs allemands, jusque-là, même encore quand je vois mes films d'avant ça, même dans Les Désarrois de l'Elefterless, il y a quelque chose d'un jeu très figé, très justement théâtral. Et Fassbinder, tel qu'il était, et tel qu'était Anna Schygulla et les acteurs qui étaient autour de lui, ne sortait pas de ces écoles de théâtre, d'art dramatique, mais avait un tout autre ton, une autre façon de parler, de jouer, presque comme devant une caméra, mais sur scène. Zieh Sie mir eine, Herr Ball. So einen Schädel müsste man haben. Machen Sie sich nichts draus. Dazu gehört aber ein Hinterteil und das Übrige. Prost, Luise. En fait, c'est sur Bâle que vous rencontrez Margaret von Trotta, qui est une rencontre décisive dans votre vie d'homme et dans votre carrière, avec qui vous avez fait plusieurs films, et notamment un film très important, Katharina Blum. Je vivais avec une actrice et j'ai commencé à comprendre à travers elle qu'est-ce que c'est qu'un acteur, combien il est vulnérable, combien il est exposé, comme ça ne sert à rien de lui expliquer les motivations d'un personnage, mais qu'au contraire, il faut le mettre dans un certain bain, il faut lui donner de la confiance et tout ça. Alors, si bien que je lui ai demandé d'être co-réalisatrice du film pour travailler avec moi, avec les acteurs. Et c'était une curieuse expérience, très satisfaisante pour nous deux, mais pas du tout pour les acteurs, surtout les hommes qui disaient « Mais moi, j'ai comme mon chien, j'ai besoin qu'il y ait un maître et qu'il y ait quelqu'un qui me dise ce que je dois faire ou pas faire. » Diese Leute sind Mörder und Rufmörder. Alle. Es ist ja geradezu ihr Beruf, unschuldige Menschen um ihre Ehre zu bringen. Manchmal um ihr Leben. Sonst kauft ihnen ja niemand ihre Artikel ab. Sind Sie Marxistin? Vous adaptez Günter Grass, donc Le Tambour, qui est un succès de librairie colossal, qui est un succès public, enfin un vrai succès. Et vous l'adaptez avec Jean-Claude Carrière, que vous avez rencontré sur Viva Maria de Louis Malle, justement. Est née une grande amitié très prolifique, d'ailleurs, avec Jean-Claude Carrière. Bien sûr, on ne résumera pas votre œuvre au tambour, mais c'est la catharsis, en fait, de votre travail. Oui, il cristallise, en fait, toutes vos obsessions. Oui, mais ça, je le savais pas tellement en commençant, ça. On le découvre peu à peu. En commençant, c'était d'abord un défi, mais comment peut-on... Oui, non, mais d'abord, comment peut-on raconter un gros volume comme ça, épique, sans une vraie construction dramatique apparente, etc. Comment est-ce qu'on peut en faire un scénario qui se raconte en 2h30? Et c'est là que Jean-Claude m'a énormément aidé. Mais l'autre défi était tout simplement économique. Mais comment peut-on financer un film comme ça? Et est-ce que c'est pas complètement fou? Et aujourd'hui, c'est impossible. Qui est-ce qui veut vouloir voir ça? Wirst du jetzt aufhören, Oskar? Religion. Religion! Fräulein Spollenhauer! Oskar! Oskar! C'est un film... je peux vous dire que moi, je l'ai vu à la télévision quand j'avais 14 ans. Le film m'a profondément marqué. Mais profondément marqué. C'est-à-dire que c'est comme un film, je l'ai revu, c'est un film qui a un goût de cauchemar. Komm, mein Junge, gib mir mal die Trommel. Il se trouve que le film est un succès colossal. Vous avez la Palme d'Or. Ça, c'est la grande surprise. Non, mais vous avez une Palme d'Or ex aequo avec Apocalypse Now, qui est... Grâce à Françoise Sagan, oui, qui s'est battue. Peut-être, mais enfin, en tout cas... Si on veut, c'est grâce au film. C'est grâce au film. Après, il a eu l'Oscar. Oui, vous avez eu l'Oscar du meilleur film étranger. J'ai une question bête et simple, mais ça m'a toujours intrigué, en fait. Qu'avez-vous pensé d'Apocalypse Now de Coppola?
quand vous l'avez vu, le film? Quand je l'ai vu la première fois, je ne voyais que la compétition. Ouais. Et je me suis dit, il va tout rafler puisque c'est tellement spectaculaire. Et en même temps, il y avait une sorte de révolte en moi, mais est-ce qu'on peut transformer la guerre en spectacle comme ça? Et en même temps, j'étais extrêmement impressionné. Plus tard, j'ai tourné avec Robert Duvall en Amérique, qui tous les matins venait sur le plateau et la script texane lui demandait « Dis-moi la phrase » et « I love the smell of napalm in the morning ». Non, c'est un film absolument génial et formidable. Et aujourd'hui, je suis très, très fier d'avoir partagé une palme avec lui. Mais vous savez, ce qui est étonnant, c'est que finalement, même si les films sont très différents, mais en même temps, il y a des choses qui... le grotesque de la guerre. Et puis surtout, ces deux métaphores absolument incroyables. Il y a une métaphore sur l'Allemagne nazie et il y a une métaphore sur l'impérialisme américain au Vietnam. Apocalypse, en un sens, c'est beaucoup plus moderne. Et certainement, comme aventure économique et comme défi, c'était 10 fois plus grand. Comme en Amérique, toujours, tout est beaucoup plus grand. Napalm, son! Nothing else in the world smells like that! I love the smell of napalm in the morning. En fait, vous faites le tambour. Est-ce que ça change votre vie? Ça aurait pu changer ma vie si j'avais accepté à l'époque l'offre que Spielberg m'a fait à l'époque. Il travaillait à la télévision, Twilight Zone, et d'en faire un feuilleton ou deux. Aujourd'hui, je regrette parce que ça aurait sûrement été passionnant. Mais à l'époque, je me suis dit, non, maintenant tu as l'Oscar, tu n'as plus besoin d'aller à Hollywood. Hollywood va venir à toi. Au contraire, ça te donne la liberté de faire ce que tu veux. Je suis parti au Liban tourner Le Faussaire, qui était a priori pas un film qui allait faire courir les foules. Ce qui m'avait fasciné, parce que ça m'a rappelé mon enfance, donc né en 1939, pendant 6 ans de guerre encore, c'est comment pendant une guerre, la vie normale continue, mais la mort est à côté aussi. Hein. Pas aussi atroce comme en Syrie en ce moment, mais quand même, c'était ça. La génération qui a grandi pendant la guerre, une ville détruite, c'était la vue normale d'une ville. Et je me souviens qu'en Pentecôte 55, je suis venu la première fois à Paris et j'ai vu pour la première fois une ville intacte. Parce que jusque-là, on reconstruit les villes en Allemagne, mais toutes les villes étaient détruites. Une ville, ça voulait dire, 3 ruines et puis une maison intacte qui est restée et d'autres. Et c'était tout à fait un paysage auquel on pouvait s'habituer. Vous en avez fait un film d'ailleurs, Diplomatie, c'est ça? Diplomatie, c'est pour ça que je l'ai fait, parce que je voulais reconstituer au fond, pour la dernière minute du film, d'un coup de montrer Paris telle qu'elle est aujourd'hui, mais que c'est pas évident qu'elle soit là comme ça et qu'elle aurait pu être détruite et que ça tenait à peu de choses. Vous préférez ne pas regarder la réalité en face. Mais c'est quelle réalité? C'est la vôtre ou c'est la mienne? Celle qui dit que détruire Paris est absurde et démoniaque. Voilà, c'est la vôtre, donc. Ce n'est pas seulement la mienne. Le monde a les yeux braqués sur vous et au bout du compte, c'est vous, général Dietrich von Choltitz, qui serez tenu pour responsable. Sur ce, je vous remercie d'avoir été avec nous, Monsieur Schlöndorff. C'était passionnant. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci. Salut. Qu'en est-il de l'actualité belge sur nos écrans ce mois-ci? I'm afraid you must continue to look for work, or your benefit payments will be frozen. There must be some mistake. If you've been deemed fit for work, your only option is job seekers allowance. Well, I want to appeal. You have to apply online, sir. I was a carpenter. I've never been anywhere near a computer. I'm going to have to ask you to explain to you a situation, and you don't care. I've got about 12 quid in my purse. Do you know what? You've created a scene, all right? Jesus What am I Christ! supposed to do? Who's first in this queue? I am.
Do you mind if this young lass signs on first? No, you carry on. This isn't your concern. I want you to get out as well. I, Daniel Blake. La Palme d'Or du Festival de Cannes est coproduite par les Films du Fleuve, la maison de production fondée par les frères Dardenne en 1994. I, Daniel Blake est déjà la 5e collaboration entre les frères et le réalisateur Ken Loach. Ah, mon petit cœur. Mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est de passer le reste de ma vie avec toi. Ta famille, si on leur annonçait. Vous verrez, c'est à la bonne franquette. Mais c'est fait avec le cœur. Continuez, faites comme si je n'étais pas là. Maman, je vais chercher le défibrillateur. Allez, soyez forts, je suis sûr qu'on a plein de bons moments à vivre ensemble. Oh, et puis merde. Coincée entre ses parents très bronzés font du ski, Déborah François passe un week-end familial explosif. La comédienne belge passe allègrement des rôles dramatiques à la pure comédie. Est-ce que tu m'aimeras toute ta vie? Bien sûr. Je t'aimerai toute ma vie. Jeanne, s'il te plaît. Jeanne, s'il te plaît, arrête. Je te demande pardon. Je t'en supplie, Jeanne. Rosalie, est-ce que Monsieur Julien est le père de ton enfant? Oui, mon père. Dieu n'aime pas le péché de chair, mais il déteste encore plus le mensonge. Présentée en compétition à Venise, Une vie est réalisée par Stéphane Brisé. Le réalisateur de Mademoiselle Chambon et La loi du marché adapte ici Maupassant. Au casting, on retrouve Judith Chemla, vue auparavant dans la série Engrenage, et Yolande Moreau. Un film coproduit par BTV. Love stories never last. Look around you. If you love her, Leo, you must let her go. The Germans are less than 200 miles away. Leo, we will get married. In New York. Promise me. You will come. I promise you. Love only exists in books. That's not true. I love you! Alma Merminsky really did exist. Love is real. Également coproduit par BTV, L'histoire de l'amour est le nouveau film de Radu Mihaileanu. Après le concert, va Vie et devient et la source des femmes, il met en scène un vieil homme vivant avec le souvenir de la femme la plus aimée au monde. Le grand amour de sa vie, incarné par la lumineuse Gemma Arterton. Un, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. And action. Côté événement, le Festival international du film de Bruxelles vit sa 2e édition du 19 au 25 novembre. Un festival qui se veut généraliste et en phase avec les nouvelles tendances cinématographiques. Nouveaux auteurs, nouveaux cinéastes, nouvelles contrées à découvrir. Les infos sur fifb.be. Un festival, oui. Vous allez me demander de participer, c'est ça? Oui, évidemment. Dans le film de comédie, les festivals de films de comédie, j'en ai soupé, d'accord? Vous savez qui je suis? Je suis le présentateur des Magritte 2015, moi. Le fifth. Fifth Club. Ah, Fifth Club. Le Fifth Club. Ah, ben voilà. Du 23 au 26 novembre, c'est le Festival international du film de comédie de Liège. Toutes les infos sur fifcl.be. Cette émission est également visible sur le site de BTV.